Nous continuons notre chapitre sur la dynamique des zones de convergence avec le magmatisme des zones de subduction. En effet, ces zones sont caractérisées par un volcanisme intense de type explosif, comme on le voit ici à la Martinique, où le volcan, la montagne Pelée, est entré en éruption et a fait 28 000 victimes et a rasé la ville de Saint-Pierre, ou comme on le voit ici avec le mont Saint-Helens aux USA. Un mois environ avant l'éruption, un dôme de lave de 120 mètres d'épaisseur s'est mis en place dans le cratère du volcan. Et lors de l'éruption, ce dôme a explosé, entraînant un nuage de cendres qui est monté à des kilomètres dans l'atmosphère et entraînant des nuées ardentes, c'est-à-dire des coulées de fragments de roches, de gaz et de cendres. Si bien qu'à la fin de l'explosion, le volcan avait perdu 400 mètres d'altitude. Alors, cette activité est à l'origine de la mise en place de roches magmatiques. Ces roches magmatiques sont caractéristiques des zones de subduction. Au niveau des roches que nous allons étudier en première, vous avez deux roches qui ont la même composition chimique et minéralogique, l'andésite et la diorite, et vous avez deux autres roches qui ont aussi la même composition chimique et minéralogique, qui sont la rhyolite et le granit. Alors si on regarde d'un petit peu plus près justement les compositions de ces roches, la diorite et l'andésite sont ce qu'on appelle des roches intermédiaires, c'est-à-dire relativement pauvres en silice, mais pas très pauvres en silice. Elles contiennent un tout petit peu de quartz. Si on les regarde en lame mince, on constate qu'elles contiennent surtout une amphibole qu'on appelle la hornblende, dont on a déjà parlé. Ces feldspaths plagioclases facilement reconnaissables avec leurs rayures noires et blanches. Et les feldspaths, quelques feldspaths orthoses qui sont reconnaissables, eux, à la macle, c'est-à-dire la réflexion différente en deux parties de la lumière à l'intérieur du cristal. Au niveau du granit et de la rhyolite, donc là nous sommes dans le cas de roches acides qui sont très riches en silice, et au niveau minéralogique on retrouve énormément de quartz, des feldspaths orthoses où l'on reconnaît la macle encore en deux parties, et du mica noir, de la biotite, et on peut trouver aussi parfois du mica blanc qu'on appelle la muscovite. Il reste dans ces roches quelques feldspaths plagioclases encore. Lorsque l'on regarde certains des minéraux des roches que nous venons de détailler, lorsqu'on regarde ces minéraux en molécules 3D, on peut, avec un logiciel, calculer leur pourcentage d'hydratation. Et on s'aperçoit que la biotite est un minéral hydraté, la muscovite est aussi un minéral hydraté et la hornblende aussi. Le quartz, lui, n'est pas un minéral hydraté. Donc si on compare les roches que l'on vient de regarder dans un tableau, nous avons le cas des roches volcaniques avec un refroidissement rapide et une structure microlithique. Et puis nous avons les roches plutoniques avec un refroidissement lent en profondeur et une structure grenue. La même composition chimique pour l'andésite, la diorite, avec des minéraux hydratés que l'on retrouve ici, l'amphibole hornblende, la biotite, pareil ici, et même composition chimique donc pour la rhyolite et le granit, avec là aussi des minéraux hydratés, encore un petit peu d'amphibole, la muscovite, et la biotite qui est aussi un minéral hydraté que l'on retrouve ici. Nous avions parlé de la richesse en silice, donc au niveau de l'andésite et de la diorite, un magma moyennement riche en silice
et une température de fusion un peu plus chaude, alors que pour la rhyolite et le granit, le magma est beaucoup plus riche en silice et la température un tout petit peu moins chaude. Nous avons, en fonction du taux de silice de la roche, nous avons un volcanisme qui va être de plus en plus explosif, c'est-à-dire que nous avons un volcanisme qui est, on va dire, un tout petit peu explosif avec les roches intermédiaires, et nous avons un volcanisme fortement explosif avec les roches très riches en silice. En effet, la teneur en silice influence la viscosité des roches. Plus un magma est riche en silice, plus il est visqueux et moins il remonte facilement à la surface. Donc plus vite il refroidit, il va avoir tendance à boucher le cratère du volcan et donc lorsque les gaz s'accumulent, les gaz qui ne peuvent pas s'échapper, eh bien la pression est tellement importante que le magma va finir par exploser, d'où ce volcanisme explosif. Donc si on fait un bilan sur les roches magmatiques des zones de subduction, on a des roches de composition minéralogique différentes, des roches variées, mais qui ont tous le point commun d'avoir une certaine richesse en eau. Alors on va se demander maintenant quelle est l'origine de ces roches magmatiques des zones de subduction. Et on va s'intéresser à ce document de tomographie sismique. Je rappelle que la tomographie sismique correspond à l'étude des anomalies de vitesse des ondes sismiques à l'intérieur du globe par rapport à une vitesse moyenne normale. Lorsque les ondes vont plus vite, on associe cela à la traversée d'une zone plus froide, et lorsque les ondes sont ralenties, on associe cela à la traversée d'une zone plus chaude. Et donc, grâce à cette tomographie qui a lieu donc au niveau de la zone de subduction du Japon, eh bien, on constate une zone de très fort ralentissement, donc une zone de forte chaleur, et cette zone se situe au-dessus de la plaque qui subducte. Nous avons en bleu ici donc la zone accélérée, c'est-à-dire la lithosphère plongeante, et au-dessus nous sommes sur la plaque que l'on appelle la plaque chevauchante. Donc si l'on regarde sur le schéma interprétatif, la zone chaude correspond à un coin de manteau lithosphérique qui est situé sur la plaque chevauchante. Alors, quelles conditions de pression et de température règnent à cet endroit justement au niveau de la zone volcanique? Eh bien, nous avons donc, je rappelle, cette courbe qui représente le géotherme. Le géotherme, ce sont les conditions de pression et température qui règnent à un endroit donné. Eh bien, nous constatons que le géotherme sous l'arc volcanique, lorsqu'on s'enfonce dans la terre sous l'arc volcanique, on voit une augmentation de la température. Nous sommes ici dans le coin de manteau chevauchant, puis nous entrons dans la plaque en subduction, donc la plaque froide, et lorsque nous ressortons de cette plaque froide, eh bien nous entrons dans la sténosphère qui, là, de nouveau, se réchauffe. Qu'est-ce que l'on constate avec ce géotherme? Eh bien, on constate que s'il ne croise pas le solidus anhydre, je rappelle que ça veut dire sans eau, le géotherme donc ne croise pas le solidus sans eau, ça veut dire que sous l'arc volcanique, eh bien, il n'y a pas de conditions nécessaires pour la fusion de la péridotite en absence d'eau. En revanche, le géotherme croise
le géotherme croise le solidus hydraté, donc la péridotite, si elle est hydratée, peut fondre partiellement. D'où ce petit bilan. Pour pouvoir entrer en fusion partielle, la péridotite du coin de manteau lithosphérique de la plaque chevauchante doit être hydratée. Nous pouvons nous demander aussi comment on obtient des roches si variées à partir d'un seul magma. Eh bien, c'est le principe de la cristallisation fractionnée. Lors du refroidissement des magmas, les minéraux les plus pauvres en silice cristallisent en premier, donc l'olivine, le pyroxène et puis ensuite le plagioclase. Nous avons donc un magma qui devient de plus en plus riche en silice. C'est ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. De plus, le magma, au contact des roches qu'il traverse, peut être aussi modifié par ce qu'on appelle de la contamination. Nous avons donc le principe de la cristallisation fractionnée, cristallisation progressive d'un magma au cours de son refroidissement, avec formation de cristaux différents au fil du temps, du fait de l'évolution de la composition chimique du magma. Le principe de la contamination. Nous avons donc dit que pour pouvoir fondre, les péridotites de la plaque chevauchante devaient être hydratées. Eh bien, il nous reste à voir l'origine de l'hydratation des péridotites de la plaque chevauchante que je vais être obligée de vous présenter dans une autre vidéo, sinon celle-ci sera trop longue. Donc, tout de suite, la suite et la fin de ce grand B dans une deuxième vidéo.